Bonjour à tous, on se retrouve sur notre plateau roue libre de la First Team. Alors on vous a proposé en début de semaine un top 10 des transferts 2019, mais cette année on va ne pas faire que uniquement des émissions d'actu, on va aussi faire des émissions un peu plus magazine disons, et on va commencer cette semaine avec une émission sur Laurent Jalabert qui s'affiche derrière moi avec son beau bandana de la Hanse. Et pour en parler pendant une demi-heure, on a invité un écrivain journaliste, Jean-Noël Cossil. Bonjour à tous. Ravi d'être là. Donc voilà, Jean-Noël, je suis avec ici ton livre qui vient de sortir sur les grands vainqueurs du Tour. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Bien sûr, avec plaisir. Les grands vainqueurs du Tour, comme son nom l'indique, ça parle du Tour de France et des vainqueurs du Tour. Donc il y a les 61 coureurs qui ont eu le bonheur de remporter le Tour depuis 1903. Et dans le lot, il n'y a pas Jalabert. Ouais, parce que je vois Richard Virenque. Venir du coup. Oui. Non, voilà, bon. Pas de Laurent Jalabert. Pas de Laurent Jalabert. Mais bon, j'imagine que tu es un passionné quand même de vélo, donc des légendes et donc de Laurent Jalabert. En plus que c'est ma génération au moment où j'avais 10-15 ans, donc effectivement. Avec toi, Robin Vatrin, évidemment, qui va nous accompagner, je le rappelle, tout au long de l'année. Salut Joseph, salut à tous. Salut les gars. Et à ma gauche, attends Polo, une seconde, ne sois pas pressé. L'indéboulonnable Polo, qui apparemment est jaloux qu'on ait un brin cette année sur le plateau. On ne sera pas que deux blonds. Salut les gars, enchanté Jean-Noël et puis Robin. Fidèle au poste, j'ai hâte de commencer cette émission. C'est cool ce nouveau format là qu'on va faire cette année. Bah oui, on en a marre de parler. Ça m'émoustille un peu, tu vois. On en a marre, Paul, de parler uniquement du présent et de l'actu. On va un peu faire des retours dans le passé pour voir pourquoi on aime le vélo aussi. Et c'est des gars comme ça, comme Jalabert. La première question que j'ai envie de vous poser sur Laurent Jalabert, c'est qu'il a porté quasiment tous les maillots. Alors, si je vous dis Laurent Jalabert, par exemple, Jean-Noël, toi, tu penses à quoi ? Moi, je pense à Milan-San Remo, 95. C'est vraiment, pour moi, le sommet de sa carrière. Vraiment, ouais. T'as la même réponse que Nicolas Fritsch, ancien coureur professionnel cycliste, qui nous suit sur Twitter et qui, quand on lui a, qui a répondu exactement la même chose et qui, selon lui, Milan-San Remo est son chef-d'œuvre avec tactique, stratégique. Enfin, il y a la dramaturgie, il y a tout dans cette course-là qui est assez folle. Ouais, montée du Poggio supersonique. D'ailleurs, je crois que c'est la montée la plus rapide de l'histoire. Si je m'avance peut-être un peu, mais c'est notamment plus rapide que celle que Sagan avait montée il y a quelques années où il avait été aussi assez impressionnant dans cette dernière montée de Milan-San Remo. Et toi, Polo, du coup, c'est quoi quand on parle de Laurent Jalabert, tu penses à laquelle de ces 4 images qui s'affichent dans mon dos, du coup ? L'image d'un Jalabert maillot à pois, moi j'ai commencé à suivre le cyclisme dans les début des années 2000, donc 2001-2002. Et qu'est-ce que je retiens ? C'est Laurent Jalabert et surtout 2002, ce barreau d'honneur magnifique qu'il fait dans les étapes pyrénéennes du Tour de France, les arrivées à la Mongie et les arrivées au plateau de Bay, il me semble. À chaque fois dépassé par Armstrong, on le voit arriver notamment à la dernière étape au plateau de Bay avec un jeune Jérôme Pinault et avec un autre coéquipier de Jérôme Pinault chez Bonjour, le nom m'échappe, qui lui fait ce signe comme ça là en hommage à Laurent Jalabert, c'était une étape qui venait un peu couronner une belle carrière et ça le réconcilier en fait avec le public français. J'ai l'impression de voir quelque chose de fort. Moi, j'ai pas connu ces années 95, les années fastes de Jalabert à la Hanse. Moi, le Jalabert que je retiens, c'est le Jalabert CSC avec ce maillot à pois. C'est vrai que c'était la première chose qu'on regardait, en tout cas quand on allumait la télé et France 2 l'après-midi, on regardait si Laurent Jalabert était dans l'échappée. Et toi, Robin, c'est quoi la première chose à laquelle tu penses quand on te dit Laurent Jalabert ? Moi, sans dire que Paul est vieux, je suis un tout petit peu plus jeune encore. Donc moi, en fait, Jalabert, c'est uniquement des images d'archives. Je suis arrivé après 2002, donc je l'ai jamais vu courir. Et celle qui me marque le plus, c'est avec son maillot vert à Mende, sa victoire d'étape sur le Tour 95. Je pense concernant ces 2 victoires d'étape sur le Tour, c'est celle dont on a le plus parlé, avec la montée qui a été renommée ensuite à son nom. Donc j'ai énormément vu cette image, et quand on me dit Laurent Jalabert, c'est ça qui me revient tout de suite en tête. Et quel coureur, au final, dans l'histoire, on voit que ça s'affiche dans mon dos, il y a 4 images, c'est fort, il y a de toutes les couleurs. Quel coureur, dans l'histoire, a été aussi complet, en fait, que Laurent Jalabert, Jean-Noël ? Alors si tu prends les maillots, il y a Merckx et Hinault qui ont réussi comme lui à avoir maillot jaune et meilleur grimpeur. Alors après évidemment il manque le maillot jaune final à Paris, donc tu peux évidemment pas comparer. Mais sa carrière elle est absolument hors norme. Enfin c'est hallucinant de gagner partout, sur tous les terrains, tous les formats de course. Ouais, c'est hors norme.
C'est un des coureurs les plus complets de l'histoire, C'est ça. Romain. Si on regarde au niveau du palmarès, je pense qu'il n'y a personne à part Merckx et Hinault, peut-être Anquetil, qui ont réussi à aller chercher des courses aussi différentes, puisque si on regarde les grands hommes de classique de Belgique, ils n'ont jamais vraiment réussi sur les grands tours, à part Merckx. Si on regarde les grands coureurs de grands tours français, ils ont eu un peu plus de mal sur les classiques en général. Donc je pense que vraiment Jalabert se situe juste derrière ces 2-3 gros noms. Paul, tu le places au niveau de Hinault, Anquetil, Laurent Jalabert? Non, peut-être pas, parce qu'il lui manquait quand même ses multi-victoires sur les grands tours. Il a gagné la Vuelta en 95, il lui manquait... on en reparlera plus tard dans cette émission, mais peut-être des plus gros coups d'éclat sur le Tour de France. Non, Merckx et Hinault restent au-dessus, mais c'est vrai qu'un coureur aussi complet que ça, derrière Hinault et Merckx, c'est difficile de mettre quelqu'un d'autre que Laurent Jalabert, ça, il n'y a pas de doute. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Quand je disais derrière ces monstres-là, c'est en termes de capables de briller sur ces terrains différents. Quoi, ouais. Et pourtant, il n'était pas, pendant sa carrière, il a énormément combattu cette image. Il n'a pas toujours été aimé par les Français. On y reviendra. En début de carrière, on est en 92 et Laurent Jalabert, il va claquer sa première victoire sur le Tour de France. Pourtant, c'est étonnant parce qu'il ne reviendra qu'en fin de carrière. Et on est à Bruxelles et il gagne au sprint et il règle quand même un groupe de 4 avec Capucci, Sorensen et Lemond. Et là, on se dit qu'on a un coureur, en fait, c'est un sprinter, Laurent Jalabert, au début. Pas complètement. Je ne suis pas d'accord aussi. C'est souvent, c'est intéressant qu'on soit d'accord là-dessus, Robin, parce que on le qualifie de sprinter, mais pour moi, c'était juste un gars qui sentait bien les coups. Tactiquement, capable de prendre toujours la bonne échappée, de suivre toujours le bon coureur et capable de finir les étapes du premier jour jusqu'au dernier jour de sa carrière. Il a toujours été capable. C'était un redoutable finisseur. Voilà, quand je parle du dernier jour de sa carrière, je pense notamment à la Classica San Sébastien qu'il remporte en 2002. Pareil, il la gagne comme il gagne cette course, c'est exactement pareil. Et pourtant, un là, on est sprint bien d'accord, sorti quand dans une ouais, mais il est quand même très très puissant. Donc toi, tu le cales pas dans la catégorie des sprinters. Non, mais si, c'est parce que ce que je veux dire, mais pour moi, plus qu'un redoutable sprinter comme les Cipollini, les Museau de l'époque, pour moi, c'est pas du tout la même catégorie, notamment. Mais Jean-Noël, je sais pas ce que tu penses de ça, mais là, à mon avis, tu cites deux noms qui sont super importants parce que il arrive dans un moment où le sprint change de manière d'être. Le sprinter change morphologiquement et tout ça. On arrive avec Abdou, quoi, un truc, un gros Rabelais, quoi, un gros Rabelais, je lui dirais pas en face, mais voilà, c'est des sprints qui deviennent un peu plus en puissance, quoi. Voilà, c'est ça. Et lui, quand il arrive dans sa carrière, il est catalogué au début de sa carrière, il est catalogué sprinter, il est formaté comme ça, c'est les qualités qu'il a, il est rapide, il est véloce. Mais sur l'ancien modèle de sprint, quoi. Et très vite, tu arrives avec Abdou, Cipollini, Isabelle, qui sont des monstres des quelques dernières centaines de mètres avant la ligne, quoi. Et Jalabert, lui, c'est le sens tactique du sprint. C'est ça. D'ailleurs, pour le coup, on peut en débattre des heures d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'on peut être un grand sprinter sans jamais avoir remporté un sprint massif dans le Tour de France, quoi. C'est ça. Et il a pas Parce gagné. que quand on regarde les images, en fait, on ne voit jamais Laurent Jalabert régler un sprint massif en arrivée peloton, ou en tout cas sur les grosses courses, notamment sur le Tour de France, parce qu'il n'allait pas sur le Tour de France, est-ce qu'il n'allait pas sur le Tour de France, Robin, en sachant qu'il ne pouvait pas gagner en tant que sprinter? Je pense que c'est difficile. Je pense qu'en fait, on peut pas parler de Jalabert comme d'un pur sprinter, mais quand même d'un sprinter. Et quand on est sprinter, on peut pas aller sur le tour en se disant qu'il n'y a aucune chance qu'on gagne un sprint massif. En plus, il était souvent pas loin, souvent dans les 2-3 premiers. Mais c'est vrai que quand on regarde les victoires, finalement, au final, il a jamais aligné Abdou Japarov, il a jamais aligné Cipollini sur le tour. Donc pour parler de lui comme d'un pur sprinter, c'est compliqué. Et tu parles de cette victoire à Bruxelles, sa première sur le tour. Tu dis qu'il termine devant Chiappucci et Lemon, qui sont clairement pas des sprinters non plus. Donc il était sûrement le plus rapide de ces hommes-là. Et je sais pas à qui on pourrait le comparer dans le peloton d'aujourd'hui. Il y a sûrement pas de coureur comme il l'était au début de sa carrière, très très rapide de sprint. C'est compliqué en fait à analyser avec Jalabert, c'est que en fait il est incomparable, ce mec-là. Il est incomparable avec n'importe qui. J'ai réfléchissais en préparant l'émission et j'ai tenté une comparaison un peu folle. Vous allez me trouver un peu bizarre, mais ce sera pas une première, t'inquiète pas. Il me fait penser dans l'aspect un peu se cherche un peu sur les types de profils là où il peut être bon, peut-être qu'on pense qu'il pourrait être bon sur les grands, peut-être un peu un Julien Alaphilippe, coureur de classique, qu'on a vu plutôt intéressant sur 3 semaines sur le dernier Tour de France, peut-être un peu trop juste pour gagner le Tour de France, mais peut-être pourquoi pas briller sur une Vuelta, je sais pas les Vuelta où il y a quand même beaucoup d'arrivées sur des cols courts, très raides. Moins bon sprinter évidemment, mais redoutable finisseur aussi. Si je devais pour moi le comparer à quelqu'un aujourd'hui,
je pense, avec des pincettes évidemment, que je le comparais à la Philippe, Joseph. Ok, Polo. Hier, on a posé la question sur Twitter, quand on pense à Laurent Jalabert, à quoi est-ce que vous pensez? Il y en a énormément qui ont répondu la chute à Armentières. Donc on est en 94 sur le Tour de France. Et donc là, effectivement, c'est un sprint massif. Il s'aligne sur le Tour de France et il dispute les sprints massifs. Et il y a cette chute absolument abominable, donc arrivée à Armentières. Et il finit en sang. D'ailleurs, on voit son vélo qui est dans un état catastrophique. Et il y a Wilfried Nielsen qui percute de plein fouet un gendarme en fait qui est placé là. Ça fait réagir en régie, hein, visiblement, Ouais, la chute. mais c'est absolument abominable. On se demande, on se dit qu'on faisait quand même des trucs improbables. Il y a des gendarmes qui sont là posés. Il y en a un qui d'ailleurs passe au-dessus de la rambarde au dernier moment. Ouais, c'est fou. Et après, en fait, c'est un tournant en fait dans sa carrière, Jean-Noël, cette chute à Armentières. Ouais, bien sûr, c'est un tournant. D'abord parce que médiatiquement, c'est ce qui reste, c'est ce qui, à l'époque, il faut se remettre en 1994, quoi. À la télé, t'as plusieurs millions de personnes qui voient ça en direct. La dramaturgie, elle est juste magnifique. Un mec en sang, enfin, on est en plein romantisme, quoi. Donc, pour sa popularité, c'est super bien. Pour sa carrière aussi, c'est intéressant parce que évidemment, quand t'as ça, enfin tu vois la tête qu'il a, mâchoire fracturée, pommette enfoncée, enfin il est méconnaissable quoi. Derrière, tu retournes pas dans des sprints à 60-65 à l'heure comme si s'était rien passé quoi. Donc évidemment, c'est aussi une barrière dans sa carrière pour passer à une autre typologie de course, une autre tactique de course. C'est ça, finalement, quand on regarde son palmarès, c'est après cette chute-là qu'il devient vraiment l'homme de classique qu'il a été. Et moi, tout à l'heure, tu nous demandais quelle image nous revient quand on dit Laurent Jalabert. Moi, j'hésitais entre celle d'Armentières et celle de Mende. Bon, j'ai opté pour celle de Mende tout à l'heure parce que c'était un peu plus joyeux. Ouais. C'est ça. Et celle d'Armentières, finalement, c'est l'autre image, j'ai envie de dire, qu'on revoit quasiment chaque année de Laurent Jalabert. Qu'on ne l'ait pas vu à l'époque, ça change rien. On a vu la vidéo 20 fois. Et chaque année, on a le droit à un moment sur le Tour de France ou à un autre moment de la saison à cette vidéo. En plus, c'était sur la première étape du Tour cette année-là, il me semble. Donc ça ajoute encore à la dramaturgie, comme tu disais, avec un peu à l'image de ce qu'avait vécu Cavendish au Royaume-Uni il y a quelques années. Donc je pense forcément que dans la tête d'un Laurent Jalabert, même s'il a continué à aller faire des places au sprint, que ce soit pour aller chercher des maillots verts, pour aller gratter des bonifications, il y allait différemment. On ne peut pas y aller de la même façon après un tel épisode. Et puis en plus, 94, donc il y a cette chute horrible à Armentières. Et on arrive en 95, il reprend un peu sur la Vuelta. Et on arrive en 95 et en fait, il fait une saison absolument exceptionnelle où là, en fait, il change un peu de profil. Paul, est-ce que c'est la plus grande saison jamais réalisée par un coureur français, voire plus? Par un coureur français, franchement, on a regardé même les grosses saisons d'Hinault en 78, en 80. Je ne pense pas qu'Hinault ait fait mieux en termes de pluralité des victoires. Il gagne sur Milan-San Remo, il gagne la Flèche Wallonne. Il fait un Tour de France remarquable avec la victoire d'étape le 14 juillet, plus une quatrième place du général, sachant qu'il y a quand même Alex Zouleux qui finit sur le podium, il me semble, la même année. 2 mois plus tard, il va gagner sur la Vuelta en claquant 6 étapes. Enfin, je vois pas comment on peut faire mieux sur une saison. Enfin, je sais pas vous si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, ça me paraît compliqué. Il a gagné partout et avec la manière, quoi. Je trouve ça assez fou. Ouais, il gagne partout et il gagne sur toute la saison de février à fin septembre. C'est quand même sacrément costaud de faire ça. Après, de là à dire, est-ce que c'est la meilleure saison d'un coureur français, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de doublé Giro Tour, Vuelta Tour comme Hinault l'a fait. Donc c'est quand même difficile de comparer Jalabert et Hinault. D'abord parce que les époques, c'est difficilement comparable et puis quand même. Hinault, c'est quand même autre chose et ça pose surtout la grande question du nombre de victoires, mais de la qualité par rapport à la quantité en fait. Où est-ce que tu places le curseur? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est important d'aller gagner le Critérium international ou est-ce qu'il vaut mieux gagner le Tour de France? Bon, évidemment, quand je pense ça, on a la réponse. Débat, question popularité, ouais. Quand on parle en tout cas, j'ai envie de dire aux anciens, mais il n'y a pas de débat. Hinault est largement supérieur en termes de popularité à Laurent Jalabert. Oui, mais même en termes de palmarès. Après, en palmarès global, oui, voilà, c'est ça. Sur une saison type. Et comme l'a dit Jean-Noël, où est-ce qu'on place une victoire sur un monument par rapport à une victoire sur un grand tour
hormis le Tour de France, plutôt une Vuelta ou un Giro. C'est ça. C'est une question à mon avis de point de vue et chacun se fera sa préférence en fait. Les Belges par exemple préfèrent les monuments, je pense. Ouais. Et si on s'attarde sur Hinault 30 secondes, c'est que la difficulté de le classer, il n'a pas eu une saison peut-être avec autant de grandes victoires que Jalabert parce qu'il gagnait, on va dire, une grande course ou deux chaque année. Et il n'a pas regroupé tout la même saison. Paris-Roubaix n'arrive pas la même année que le Liège-Bastogne-Liège ou que la Flèche Wallonne. Donc ça devient difficile. Mais il y a quand même 2 saisons pour moi qui peuvent se rapprocher de la saison 95 de Jalabert. C'est Hinault en 82 avec son doublé de Giro Tour et Anquetil en 64 pour la même raison. Et malgré une saison aussi exceptionnelle que celle de 95, il reste pas comme une personnalité que les Français aiment à ce moment-là en tout cas. Alors c'était quoi le problème en fait? Les Français n'aiment que les Français qui participent au Tour de France et qui portent un maillot à pois, Jean-Noël? Ouais, je crois que quand tu te mets dans l'opinion du grand public, c'est le Tour de France. Il faut briller sur le Tour de France. Le reste de la saison, le grand public, il sait pas trop ce qui se passe. Ça a un peu changé, parce que du coup, un Alaphilippe ou un Pinot qui va briller sur le Giro, aujourd'hui, a une notoriété qui dépasse le seul cadre des initiés, en fait. Mais il faut toujours avoir ça en tête, à mon avis. Les initiés qui savent que la saison, c'est février-octobre, et le grand public pour qui c'est les 3 semaines du Tour de France. Et si tu brilles pas là, t'existes pas, quoi. Est-ce que c'était pas une erreur de ne pas aller assez sur le Tour de France de la part de Jalabert? Une erreur de la part de Jalabert, non. Son palmarès parle pour lui, notamment ses victoires d'étape sur d'autres grands tours. Une erreur dans sa relation avec le public français, évidemment, puisque... et je ne sais même pas si lui le prend comme une erreur, parce qu'il a fait des choix de courir dans une équipe espagnole, de s'exiler sur des courses autres que le Tour de France, de faire des priorités de courses autres que le Tour de France. Je ne sais pas si c'est... En vrai, il faudrait lui demander, mais pour moi, je ne pense pas qu'il le vive comme une erreur, Jalabert. C'est juste un choix de carrière et je ne pense pas qu'au vu de son palmarès, il regrette quelque chose. En fait. Et il a fait ce choix-là aussi en étant conscient de ses qualités. On l'a souvent présenté comme le meilleur coureur français de l'époque qui devait aller gagner le Tour de France ou au moins essayer. Sauf que la vérité, c'est sûrement qu'il n'avait pas les capacités pour gagner le Tour. Et on l'a vu sur sa meilleure saison en 95, il n'y arrive pas, il fait 4e, il bloque sur le podium. Donc peut-être que lui, il avait compris aussi que ça servait à rien de s'acharner à essayer d'aller gagner le Tour de France, comme a essayé Virenque pendant des années sans y arriver non plus. Après, en 95, après sa victoire sur la Vuelta et son bon résultat sur le Tour de France, il le disait dans une interview pour France 2, il a cru à ce moment-là qu'il pouvait gagner le Tour de France et plus tard, après, rétroactivement, il dira que c'était une erreur d'avoir pensé ça à cette époque et que ça lui a peut-être joué des tours pour les années qu'on suivit. Surtout qu'il n'a jamais refait mieux finalement sur les grands tours que cette année 95. Quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas aussi souffert de sa comparaison avec Richard Virenque, qui était l'homme charismatique, le Français aimé de tous, qui portait le maillot à pois, qui partait dans des envolées exceptionnelles? Si, évidemment. Enfin, encore une fois, parce que Virenque, il arrive focalisé, uniquement concentré sur le Tour de France. Généralement, il n'a rien gagné encore quand il arrive sur le Tour. Et il vient pour briller sur le Tour et ramener le maillot de meilleur grimpeur. Jalabert, lui, il est présent depuis le mois de février. Il a déjà engrangé une dizaine de succès à ce moment-là, voire un peu plus. Et c'était pas l'amour fou en plus entre les deux. Ils ont eu une grosse période où fallait pas qu'ils se croisent, quoi, Richard Virenque et Laurent Jalabert. Avant l'affaire Festina, c'était vraiment le Jalabert et Virenque de chaque côté. Une vraie rivalité à la française, à la Anquetil-Poulidor, où chacun choisissait son camp et où il y avait un camp qui était bien plus fourni que l'autre. Après, moi, comme je l'ai dit... Ils étaient en concurrence pour le cœur des Français, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça arrivait sur plusieurs générations et ça arrivera encore. Je suis surpris d'ailleurs qu'entre Bardet et Pinot, on n'ait pas encore ce schéma-là, puisque les gens aiment beaucoup les deux pour l'instant. Les gens. Oui, mais tout le monde a quand même une préférence. Tout le monde a quand même une préférence, ouais. mais les gens ne sont pas obligés de choisir. Mais c'est quasiment le même. C'est quasiment la même chose. Toi, par exemple, tu préfères un petit peu Pinot parce qu'il est un peu plus charismatique. Je préfère largement Pinot, mais je suis pas anti-Bardet, bien au contraire. J'adore les deux. Et pourtant, je suis quand même quelqu'un d'assez subjectif dans mes choix, et tu sais très bien. On n'est pas encore là, mais pour revenir à Virenque et à Jalabert, moi, j'ai connu les dernières années de Jalabert, les belles années panache de Jaja sur le Tour de France, notamment 2001 et 2002. Et par rapport à un Virenque qu'on voyait moins, Virenque qui, quand même, la même année, chope la victoire sur Mont Ventoux avec la Domo Farm Frites. Moi, je préférais vraiment Jalabert. Tu vois, après, je c'était plus le grand Virenque non plus. C'était du moins grand Virenque, mais c'était du Virenque panache, tu vois. Mais j'ai toujours, moi, préféré ce Jalabert. Avant de m'intéresser plus en profondeur au cyclisme et à découvrir les palmarès des deux, j'ai quand même
pour moi, si tu me demandes une préférence pour Jaja. Et justement, j'ai l'impression que Laurent Jalabert, dans ce qu'il disait, c'est qu'il avait vraiment envie en fait de faire ce que Virenque faisait, c'est-à-dire les Français ils aiment les coureurs qui ont un maillot à poids, et moi je vais aller chercher le maillot à poids et je vais prouver qu'en fait je suis capable de faire ça. C'est ça, je pense que s'il n'y avait pas eu Virenque, Jalabert aurait eu une cote de popularité énorme, parce qu'il aurait été un peu seul dans sa catégorie de très grands coureurs, et le public français l'aurait adopté. Qui auraient pu être très bons s'ils n'avaient pas été en concurrence avec un autre. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, le public français se distingue. Il y avait vraiment 2 gros coureurs à cette époque-là, c'est pas passé loin qu'il y en ait qu'un, quoi. Et finalement, Jalabert, oui, complètement, le maillot à poids, c'est dans cette optique-là, et la fin de sa carrière, on voit que c'est déjà plus, au niveau de la popularité, c'est plus exactement pareil que 5-6 ans avant. Et il y a des petites anecdotes aussi, le fait de gagner 2 fois un 14 juillet, ça aide et ça reste en mémoire du public français. Virenque l'a fait aussi, mais je veux dire, si Jalabert ne l'avait pas fait, on s'en souviendrait peut-être un peu moins aujourd'hui. Pardon. Et puis à la fin, Virenque et Jalabert, ils sont un peu réconciliés. D'ailleurs, il y a un slam absolument exceptionnel, je ne sais pas Jean-Noël si tu avais entendu parler de ça, mais de Richard Virenque qui lâche un slam pour Laurent Jalabert et leur réconciliation. Il dit « J'ai gagné au Ventoux, toi tu as gagné mon maillot à poids, je te le donne. » Et voilà, maintenant on va être amis. Ils sont un peu réconciliés sur la fin quand même. Ouais, parce qu'en fait, ils sont de la même génération, de toute façon. Donc, ils sont tous les deux en fin de carrière au même moment, où globalement, tu changes d'objectif. Tu sais que tu peux plus briller sur 3 semaines. Il faut que tu fasses des coups d'éclat. Et ce que je trouve intéressant, c'est que s'il n'y a pas Virenque, sans doute que la fin de carrière, peut-être que la fin de carrière de Jalabert, elle est différente. Parce que ce qui lui manque, c'est le panache. Et il voit que Virenque, là, il a le panache, il a la popularité. Et Jalabert, il n'a pas ça. C'est injuste, encore une fois, parce que le palmarès, ils sont comme une mesure. Mais je pense qu'il se nourrit de Virenque, de l'exemple de Virenque pour aller chercher ces 2 maillots à poids en 2001 et en 2002. Et ça participe. Dans un autre sport, tu vois, c'est Naprost, quoi. C'est des caractères extraordinairement différents. Le mec fantasque, un peu prétentieux, ça c'est Virenque, et le besogneux, un peu taiseux, tu vois. Il y a eu d'autres, notamment dans ton livre, Les grands vainqueurs du Tour. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de grands champions qui se sont nourris de leur concurrence sur des grands duels? Après, du coup, celui qui vient de manière plus évidente en tête, c'est Anctil Poulidor, évidemment, en 64, dans le Puy-de-Dôme, quoi, et puis sur toute leur carrière. Parce qu'encore une fois, c'est 2 Français, encore une fois, 2 caractères très différents. Ça peut un peu se rapprocher à ça, même si, encore une fois, on est sur un autre prisme. Mais en fait, il y a toujours besoin d'une dualité, quoi, pour que chacun se nourrisse de l'autre. Mais ce qui est marrant avec Jalabert et Virenque, c'est qu'il y a une dualité alors qu'ils n'ont pas les mêmes qualités et pas foncièrement les mêmes objectifs. Même si Jalabert rêvait de gagner le Tour, il avait les qualités d'un homme de classique que Virenque n'avait pas, quoi. C'est ce qui revient à être un peu différent d'Anctil Poulidor ou même de Hinault Fignon, qui sont des rivalités vraiment centrées sur les mêmes courses, quoi. Et alors moi, je voudrais quand même, juste parce que c'est quand même mon chouchou, dans ces années-là, il y a Virenque et Jalabert, et il y a quand même Luc Leblanc. Voilà, je voulais juste parler de Luc Leblanc parce que j'adore ce coureur, même si c'est encore c'est un truc un peu à côté encore, mais voilà. Pourquoi le pauvre Luc Leblanc? Il y a des tournants dans sa carrière mal gérés. Pareil, une question de popularité. Il a beaucoup souffert de son impopularité face à un Richard Virenque, alors qu'il a un palmarès exceptionnel, on le rappelle, un champion du monde, des victoires en pagaille aussi. J'ai pas le CV sous les yeux, mais pareil, une personne qui a beaucoup souffert de l'impopularité vis-à-vis d'un Richard Virenque. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, le magazine Pédale avait fait un super bouquin, et en fin de bouquin, tu as une super interview de Luc Leblanc où il explique un peu tout ça. Ouais, c'est ces personnages qui malheureusement n'ont pas eu la chance qu'ils méritaient peut-être. Paul, mais Virenque, d'ailleurs, quand on y pense, c'était tyrannique vraiment avec cette popularité qu'il voulait vraiment garder. Avec Luc Leblanc, il avait été affreux. Avec Jalabert, c'était pas facile non plus. Et c'est après l'affaire Festina, et ça va te faire, je pense, peut-être une belle transition. C'est après l'affaire Festina qu'il a mis de l'eau dans son vin avec tout le monde, quoi. Oui, mais sur cette période, Paul, je trouvais ça intéressant, ce que tu disais tout à l'heure à propos de Jalabert qui n'arrive pas à gagner le Tour de France, alors que au final, il a gagné la Vuelta, et cette victoire sur la Vuelta 95 lui a donné des idées. Elle n'est pas dans les mémoires des Français, j'ai envie de dire, alors que dans son palmarès, c'est quand même une sacrée ligne. C'est peut-être la plus importante, cette Vuelta 95. Qu'est-ce qui lui manquait à Jalabert pour vraiment aller chercher le Tour de France qui l'aurait fait passer vraiment dans une dimension exceptionnelle, quoi, dans le cœur des Français? Des qualités de grimpeur pur, sûrement.
Si on regarde cette Vuelta, elle est un petit peu particulière. C'est la première qui est disputée au mois de septembre, à la fin de l'été. Avant, c'était au printemps. Donc, c'est une nouveauté dans le calendrier. Tout le monde l'aborde un peu de façon différente. Il y a pas mal de coureurs qui sortent du Tour, dont Jalabert. Je crois qu'il y a Abraham Olano qui n'a pas fait le Tour de France, mais ça doit être le seul. Donc, les autres arrivent un peu fatigués. Il n'est pas leader, Jalabert, en plus. Voilà, il y a une équipe monstrueuse à l'ANC. Il y a Zoulé qui est là, même s'il se rate. Il y a Brunel qui est là. Il y a Moré aussi. Donc, finalement, il a un peu des circonstances qui vont pour lui. Il s'en tire très très bien, mais c'est pas dit que dans d'autres circonstances il aurait gagné aussi sur une course de 3 semaines. Ouais, en gros, c'est une course qu'il a gagnée par un bel opportunisme et une belle lecture de la course, quoi. C'est ça ? Ouais, et puis les cols sont aussi pas les mêmes entre la Vuelta et le Tour de France. C'est pas le même type d'effort. Le Tour de France, c'est des répétitions longues, des longs cols, machin, qui se répètent et qui usent quoi sur des kilomètres et des kilomètres. Et ce qui lui a manqué, c'est ça. Donc du coup, des qualités de grimpeur intrinsèques qu'il avait pas vraiment. Lui, il souffrait quoi dans l'école. Il y arrivait, mais il souffrait quoi. Il manquait cette facilité-là, et il manquait aussi pour le Tour de France des qualités en contre-la-montre. Son premier contre-la-montre, il le gagne en 97 sur Paris-Nice, je crois. Je voudrais pas dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. Et si tu brilles pas sur le contre-la-montre, si tu perds 1 minute 30, 2 minutes 30, bah t'as un handicap quoi. Et si t'es pas un pur grimpeur, tu refais pas ton retard. Surtout à cette époque-là où t'étais quand même en confrontation directe avec Miguel Indurain qui ne laissait que très peu de miettes à ses adversaires en contre-la-montre. Et pourtant, c'est un peu un mal français, ça, qu'en contre-la-montre, on ne soit pas aussi fort que les autres. Ouais, et pourtant, c'était loin d'être le pire. Hein, oui, champion du monde. Champion du monde. Comme on le voit sur la photo derrière, c'était loin d'être le pire. Hein. Mais comme quoi, à cette époque-là, peut-être qu'il fallait être vraiment encore plus complet. On a l'impression que c'est nouveau qu'il faille être complet pour gagner le Tour de France. Et ben en fait, on se rend compte que Laurent Jalabert en est la preuve parfaite. Il fallait déjà l'être avant. Il faut être aussi leader de sa propre équipe et il l'était pas sur les grands tours. Hein. Il y avait notamment. Il a choisi la bonne équipe. Même sur la Vuelta 95, il n'est pas leader à la base. Il faut que Zoulou abandonne. Il abandonne pas, je crois, mais il se plante en deuxième semaine. Il termine 20e ou quelque chose comme ça. Même c'est vrai qu'il avait abandonné. En quelle année ? Malade, en 95. Alors il y a eu mais Jalabert aussi a été intoxiqué parce que je pense qu'on en parlera après. Ouais. Ah oui, justement, mais ça fait partie de la légende de Laurent Jalabert et malheureusement de ses côtés un peu sombres, c'est que cette épidémie de gastro-entérite à la ONC, on ne savait pas vraiment d'où elle venait. Mais je crois pas que ce soit que la ONC. Je crois que c'était généralisé à un hôtel où il y avait plusieurs équipes. En tout cas, il y en a qui disent que ça aurait été pour échapper à des contrôles après, et donc j'ai envie de dire, ça a alimenté un peu ce côté Laurent Jalabert qui n'était pas non plus tout à fait clair, et ça nous fait arriver au dossier Jalabert et le dopage qu'on était obligé de l'aborder, parce que quand on parle aujourd'hui de Laurent Jalabert sur les réseaux sociaux, il y en a énormément qui ne l'aiment pas parce que Laurent Jalabert a eu des grosses parts d'ombre dans sa carrière, et notamment quand l'équipe a annoncé en 2013 qu'il était dopé à l'EPO sur le Tour 98, Jean-Noël, et ça a été vraiment l'énorme fissure dans la popularité de Laurent Jalabert. Ouais, d'autant plus qu'il était dans le déni en plus, alors que tout le monde savait évidemment que c'était généralisé ou quasi généralisé. Et le fait qu'il ait nié aussi longtemps, ça participe pas à le rendre sympathique en fait cette histoire. Tu n'as pas cru en sa défense ? À ce moment-là, c'est toujours difficile. Hein. Là, c'est une histoire d'homme, d'être avec lui-même, quoi. Mais à ce moment-là, ça aurait été plus simple et sans doute mieux s'il avait avoué, je me suis dopé, comme les autres. Mais ce qui n'excuse pas, ce qui remet dans le contexte des années 90. Hein. Est-ce que tu peux avoir un aussi grandiose palmarès dans les années 90 en étant à l'eau claire ? De toute façon, la réponse est non, par définition, malheureusement. Mais... C'est l'époque qui le condamne, en fait, Laurent Jalabert. Condamne, non, mais à l'époque, de toute façon, c'est ce que tu viens de dire, Jean-Noël, c'est que si tu veux briller, t'étais obligé de prendre quelque chose. Et peut-être que ça l'est encore aujourd'hui, peut-être que ça l'était aussi avant, on sait pas exactement, mais sur cette époque, pour le coup, il y avait très peu de doutes sur la culpabilité de Laurent Jalabert. Rien que le fait qu'il rejoigne la ONC de Manolo Sainz, par lesquels est passé le docteur Fuentes, Manolo Sainz qui a beaucoup bossé avec le docteur Ferrari aussi. Il y a ces histoires de... Il a des relations trop sombres pour réellement entrer dans la légende, Laurent Jalabert ? Non, je pense pas. Non, d'autres raisons aussi en plus. Je pense qu'il faut vraiment séparer les années 90 du reste. Dans les années 80, il y avait du dopage, on en est tous autour de la table très au courant, très au fait. Mais voilà, il y a eu des talents, il y a eu des coureurs de panache, il y a eu des exploits fantastiques. Et moi, j'ai pas envie qu'on remette tout en cause à cause de ça, sachant que les peut-être 50, voire peut-être même les 100, 150 coureurs du peloton à l'époque,
était sous-produit aussi. Donc ce serait pas cool de résumer la carte de Jalabert à ces histoires de dopage, même s'il faut le dire, on est obligé d'en parler. Et par exemple, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il soit aujourd'hui présent dans les médias? On rappelle qu'il avait arrêté ses fonctions à France Télé et à RTL en 2013. Il était revenu finalement que quelques mois après. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il soit aujourd'hui aussi présent dans les médias avec de tels soupçons? C'est pas le seul dans ce cas-là non plus. On va pas faire comme si seulement Jalabert était un ancien dopé. Je pense que c'est moins bien passé que les autres parce que on n'en veut jamais vraiment à ceux qui nient pendant leur carrière s'être dopé sur le moment du contrôle. Mais quand ça arrive 15 ans après, on avait envie de lui dire ça sert plus à rien de nier. Et c'est ça que je pense qui est moins bien passé, alors qu'on n'en a jamais voulu à Virenque en juillet 98 de nier au début. Parce que c'est logique, quand on se fait prendre la main dans le sac, on a du mal à avouer tout de suite. Jalabert, ça arrivait bien après. Et en plus, on a eu ces déclarations parce que le rapport du Sénat était sorti. Et donc ces déclarations, même si lui continuait de nier, elles étaient assez équivoques, où il disait « je sais pas trop ce qu'on m'a donné, moi je faisais confiance ». C'est finalement une façon de ne pas dire je suis sûr que j'ai jamais rien pris, mais une façon aussi de ne pas avouer directement. Donc c'était trop ambigu pour qu'on lui en veuille pas. Ouais, je suis d'accord avec ça, moi. Et ça me choque pas, évidemment, de le voir graviter dans le milieu du cyclisme en consultant. Moi, ce qui me choque, en revanche, davantage, c'est de voir pendant si longtemps un Bjarne Riis qui est directeur sportif d'une équipe, quoi. Ça, pour le coup, dans une voiture, ça, moi, ça me choquait parce que c'est un tout petit peu plus scandaleux, quoi, comme pas un exemple comme du truc. tout. C'est pas du tout un exemple. C'est un directeur sportif qui doit donner l'exemple à des coureurs plus ou moins jeunes et qui a quand même pour le coup, Bjarne Riis a avoué, lui. Oui, alors que Laurent Jalabert n'a pas avoué. Les faits sont les mêmes et Jalabert, comme il aime le dire quand on lui pose des questions sur le dopage, c'est maintenant un spectateur du Tour, un témoin du Tour. Il ne joue pas de rôle dans le Tour de France comme a joué Bjarne Riis ou Johan Brunel. Tu vois, et il joue un rôle. Non, mais il joue pas un rôle concret sur le Tour de France, mais au contraire. Il joue un rôle indirect parce qu'il parle aux Français sur France Télévisions. Et pour l'image du Tour, avoir Laurent Jalabert en tant que commentateur à France Télé, c'était quand même quelque chose de très important. Donc il jouait un rôle direct sur l'image. Oui, mais ça veut dire qu'il faut prendre forcément un commentateur qui ait été impliqué dans aucune histoire. Ça devient, compliqué et un peu hypocrite. Ouais, et puis surtout, au bout d'un moment, il est là parce que c'est le meilleur aussi dans ce qu'il fait. Jalabert, dans l'expertise, dans le ton, dans l'analyse, il y a... Moi, je me régale de l'écouter lui et j'ai pas envie qu'on me mette quelqu'un d'autre. Tout à fait. Surtout, ce qu'on lui demande, c'est son analyse sur la course, sur ce qui est en train de se passer. Et ça, son passé au niveau du dopage, ça y change rien. Il a gagné des courses, il sait comment gagner, même s'il était chargé quand il l'a fait. Et donc, il sait nous expliquer pourquoi ça se passe de cette façon ou de cette façon-là. Et son analyse, elle vaut toujours autant. Clairement. J'ai une dernière question pour vous sur Laurent Jalabert. Est-ce que, au final, Laurent Jalabert, quand on évoque son nom, c'est la belle image du cyclisme ou pas? Ouais, toute cette période-là, ça n'enlève rien à son palmarès. Je dirais juste qu'à la fin, tu rappelles tout son palmarès, l'immensité de son palmarès, de son talent, et à la fin tu vas rajouter un petit oui mais, tu vois, ce qui laisse planer un peu d'ombre, mais encore une fois il faut remettre tout ça dans le contexte, quoi. On est dans les années 90, ça doit vraiment pas être facile d'être coureur cycliste professionnel, de devoir gagner sa vie, gagner des courses, il y a quand même des enjeux importants, quoi, d'hommes, d'être dans ces milieux-là et de se dire non moi je prends pas, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on aurait fait nous en fait? Non mais c'est ça, et c'est puis, pas ce qu'il faut se dire, c'est que les victoires qu'il a gagnées, le palmarès qui s'est construit, il s'est construit devant des mecs qui ont aussi pris des produits. C'est ce que j'aime à dire quand on parle de Lance Armstrong. Et je pense que dans ce rendez-vous, on en parlera tôt ou tard dans l'année. Ok, il était dopé, on le sait, c'est évident. Alors, en 2013, l'équipe l'a prouvé noir sur blanc. Tous les mecs derrière étaient pareils en fait. Donc à partir de ce moment-là, au-delà de faire abstraction, parce que c'est notre devoir aussi en tant que journaliste de rappeler qu'il a triché. Mais il faut pas oublier que tout le monde derrière était dans le même cas et que ça n'enlève absolument rien à son palmarès et à sa fantastique carrière de mon point de vue. Et Paul, donc tu disais que oui, on va revenir sur d'autres grands personnages, et évidemment si les rouleurs qui nous suivent ont des idées, des envies, n'hésitez pas à nous dire, parce que ce genre de rendez-vous, Paul, il va revenir assez souvent dans l'année. Tout à fait, tu as tout dit. Moi, dès la semaine prochaine, déjà, j'ai quelques idées pour vous de ces émissions un peu rétro sur l'histoire du Tour, sur l'histoire du cyclisme. Donc, soyez au rendez-vous, messieurs. Merci, Polo. Si on parle de ces années 90, une dernière
dernière fois. Finalement, Jean-Noël, toi, tu étais adolescent à ce moment-là. C'est une période qui, j'imagine, t'a passionné. Ouais. Paul et moi, on a découvert le vélo juste après pour Paul, un peu plus tard pour moi. Et finalement, même pour nous, c'est une période qui aussi nous fascine. Qu'on l'ait vécu ou pas, finalement, il y a eu tellement de grands champions dans ces 10 années-là qu'on n'a pas envie, même s'il y a eu des soucis de dopage pour à peu près tout le monde, on n'a pas envie d'effacer ces 10 années-là. Et je pense que c'est mieux de, comme le dit Jean-Noël, d'en parler en mettant ce petit bémol à la fin plutôt que d'essayer de les oublier. Merci messieurs, merci Jean-Noël d'être venu sur le plateau. Merci, avec plaisir. On rappelle ton livre Les grands vainqueurs du Tour qui est encore évidemment dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Jean-Noël, merci Robin, merci Polo. Merci à toi Joseph. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous dire ce que vous voulez pour les prochaines émissions. Salut à tous. Salut les gars. Salut. This is New Productions on the track.